Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté. Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, d'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pauline de Shamanic Whale. Bonjour Pauline, bienvenue et merci d'être avec nous. Eh ben, merci à vous de m'accueillir. Alors, Ravie d'être là. Dis-nous tout Pauline, qui es-tu ? Oh là, c'est une question vague ça là. Le qui es-tu on peut partir dans tous les sens déjà rien qu'à la première question. Ça va être la difficulté du podcast. Rester centré à nous trois. C'est ça. Non, juste le qui es-tu, en fait, c'est une question qui est très vague, mais alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est Shamanic Whale, et je m'appelle Pauline, et qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis Volva. C'est un truc qu'on n'entend pas souvent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et puis, j'aurais envie de te dire qui je suis moi. C'est déjà bien. C'est suffisant comme réponse. C'est déjà super bien. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation pour les personnes qui ne te connaissent pas de qu'est-ce que c'est une vulva, qu'est-ce que ça signifie et comment toi tu l'emploies au quotidien surtout ? Ah ouais, alors ça pour le coup c'est vrai que c'est pas un terme qu'on entend à tous les coins de rue, mais globalement alors les vulvas c'était des sorcières nordiques, souvent vikings et très rapprochées voilà de la sorcellerie, mais aussi du soin. Et en fait, faut savoir que les vulvas c'est comme des chamans mais côté viking tout simplement. C'est les personnes qui ont la capacité de communiquer avec les morts, de voir l'avenir, le passé. De se déplacer entre guillemets, alors pas forcément dans l'astral mais dans le temps, et d'avoir des perceptions et tout un tas de trucs un peu du genre. Et un peu comme Merlin, il y avait certaines légendes qui disaient que les vulvas avaient la capacité, tu sais, de se métamorphoser en oiseaux ou des choses comme ça. Et bon, je me métamorphose pas encore, mais peut-être que ça viendra un jour, sait-on jamais. Oh, allez, on va y croire. Mais après, voilà, c'est vraiment c'est l'étiquette que je me suis mise parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je suis et de ce que je fais dans la vie, et notamment au niveau des soins énergétiques aussi que je fais, puisque je vais aller récupérer en fait des parts de l'âme des personnes en soins pour venir vraiment apporter une guérison et que la personne soit un peu plus alignée avec sa vie. Et j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Alors, est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu ton parcours de façon succincte, parce que on peut retrouver l'ensemble de ton parcours de façon plus détaillée sur ton podcast, qui est l'éveil des baleines, si je ne dis pas de bêtises. On mettra tous les liens de toute façon en légende. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à découvrir la spiritualité, le développement personnel, le chamanisme, enfin tous ces outils que tu as acquéris au fur et à mesure? Alors, faut savoir que moi, je suis dedans depuis toute petite. C'est vraiment un truc qui fait totalement et complètement partie de moi. Et comme je l'explique dans le podcast du coup que tu viens de citer, j'explique que pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde possédait ces capacités-là. Où je me suis dit, bah non, mais de toute façon, tout le monde voit les morts, tout le monde parle avec, tout le monde voit l'avenir, le futur, le futur, le passé, tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte en parlant un peu à droite à gauche, en grandissant, que j'étais peut-être un peu toute seule ou qu'il n'y avait pas franchement beaucoup de monde qui avait les mêmes perceptions. Et je pense que je me suis vraiment orientée vers le développement spirituel bien plus tard. Spirituel du coup et développement perso, parce que pour moi ça fait vraiment partie de la même sphère. Tu vois, il y a vraiment la spiritualité et derrière le côté ésotérique qui est souvent associé à la spiritualité. Mais c'est vrai que le côté, le côté développement perso, c'est venu plus tard. Je pense, vous savez, les trucs qu'on appelle les nuits noires de l'âme, le truc où tu te questionnes, pleinement sur qui tu es, ce que tu fais, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fous là, dans toute sa splendeur. Et voilà, c'est venu me questionner moi en 2017-2018, et où là, du coup, j'ai commencé à remettre l'intégralité de ma vie en question. Et comprendre aussi certaines choses où je me disais genre d'accord, ok, je reconnecte pleinement à moi et je viens travailler sur mes ombres. Il y avait ce côté
médiumnité qui était derrière. Mais ça, c'est là depuis toujours, donc j'ai toujours vécu avec, j'ai jamais vécu autrement. Et j'ai commencé réellement à travailler sur moi en 2017, à la suite d'un accident de voiture, d'un infarctus qui m'ont fait me remettre bien, bien, bien à ma place, tu vois, le genre de truc où la vie te dit genre, toi, t'es pas à ta place. T'inquiète pas, on va t'y mettre. Et, et où tu te dis genre, bon, bah voilà, là, il faut clairement qu'on recentre les choses, quoi. Et voilà. C'est hyper intéressant ce dont tu parlais justement, le fait d'être à sa place, de chercher en fait quelle est sa propre voie et finalement, on en parlera peut-être après, mais justement du fait de se perdre pour mieux se retrouver. Mais moi, Ouais. j'aimerais te poser une question, vu que tu as toujours eu cet accès à ta médiumnité, à ton intuition, à ton clair ressenti, clairvoyance et je suppose clairaudience. Quel a été ton plus grand défi? Parce que justement, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu avais cette impression que tout le monde te comprenait. Donc finalement, tout le monde avait ces capacités-là. Mais quel a été le défi que tu as rencontré justement dans ton parcours? Peut-être par rapport à toi ou par rapport aux autres. Et est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner aux personnes qui se retrouvent dans la même situation, qui elles aussi ont cette intuition qui est très développée, mais qui ont peut-être du mal à l'assumer ou à l'exprimer, ou qui le cachent aussi. Il y a beaucoup de personnes qui le cachent, justement, ou qui ne veulent pas y accéder. Alors, d'une manière générale, pour moi, tu y accèdes vraiment pleinement quand tu es prêt, dans le sens où il y a parfois des choses. Moi, j'ai mis vraiment quasiment 20-25 ans à comprendre que j'étais médium, en fait. Hein. Parce que vraiment, pour moi, ça faisait partie des genres, tu sais, un peu comme les clignotants. C'est de base, c'est fourni avec le package. Et je me suis dit, en fait, tout le monde est dans ce truc-là. Et c'est quand j'ai commencé à transmettre les messages plus des défunts, où là, les gens regardaient un peu en mode, alors, ouais, alors en fait, oui, ok. Je sentais que les gens étaient quand même mal à l'aise, tu vois, avec l'idée et un peu gênés, un peu, tu vois, décontenancés aussi. Et où j'étais là en mode, oui, bah là justement, il est en train de te parler de ça, de ça, de ça. Et puis je voyais le visage de la personne se décomposer devant moi. J'étais un peu, un peu déphasée. C'était plus ma famille parce que j'avais déjà perçu en fait, j'avais perçu le décès de mon arrière-grand-mère à ce moment-là, et j'avais dit à mes parents genre, on va aller dans une maison, mais c'est une maison que je connais pas. Et puis on va nous apprendre que genre grand-mamie, elle est morte. Et donc mes parents me regardaient en mode, ah non mais faut pas dire des trucs comme ça. Qu'est-ce que dis pas ça. Et en fait ça avait pas loupé. Et c'était en fait une maison qui appartenait à la sœur de mon grand-père, chez qui je n'avais jamais mis les pieds. Donc c'est pour ça que je connaissais pas la maison. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai mis un petit coup de coude à ma mère en disant, c'est cette maison-là. C'est dans cette maison-là. Alors ma mère, tu vois, elle commençait les vacances en mode, oula, bon, très bien, on va nous apprendre le décès de l'arrière-grand-mère pendant les vacances, ça va être génial. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que voilà, il y avait des choses que je pouvais dire et d'autres choses qui, moi, alors c'est pas que ça me fascine, mais en fait, ça fait tellement partie de ma vie que tu vois, le commun des mortels a un peu de mal avec la mort d'une manière générale. Et moi, je suis là en mode très open bar. Bah non, mais ça fait partie de la vie, de l'existence, de l'expérience humaine, tout ça, tout ça. Et au final, je me suis dit, genre, non, il y a des gens qui sont touchés, en fait, par la perte de certaines personnes. Ce qui est normal, hein, parce qu'on a des émotions, tout ça. Et moi aussi, j'en ai. Mais j'ai vraiment ce côté qui est détaché en me disant que, ça fait partie, en fait, du cycle de la vie. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai percuté que il y avait certaines choses qui pouvaient être difficiles à entendre pour certaines personnes, évidemment, plus que pour moi. Et au final, j'ai pris le temps en fait d'étudier quand même un peu sous toutes les coutures, tu vois, les personnes quand je pouvais transmettre ce genre de message. Et je me suis rendu compte, tu vois, en 2016, quand le papa de ma fille a perdu son papa à lui, avec qui il n'était pas en contact et à qui j'ai transmis un message de son papa, que c'était même compliqué, tu vois. Et il y a toujours eu ce truc, tu vois, c'est compliqué de transmettre certains messages que certains défunts ont envie de remettre, mais que les vivants ne sont pas forcément toujours prêts à entendre. Et c'est vrai que par cette transmission-là, tu vois,
maintenant, je suis totalement OK avec ça. Et j'explique aux personnes que voilà, quand il y a un message, je le donne. J'arrête pas les gens dans la rue parce que quand même, le respect, le consentement, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais voilà, dès que les gens s'intéressent un peu ou que les défunts reviennent, ça arrive aussi que voilà, les défunts reviennent, tu vois, à plusieurs reprises ou viennent me chercher carrément, tu sais, la nuit. Ils viennent à côté de mon lit et me disent, t'as pas transmis le message aujourd'hui quand t'as croisé un tel. Et moi, j'étais là, Là, je fais, je bah non, dors. mais oui. Déjà, là, je dors, mais en plus de ça, je vais pas arrêter, tu sais, les gens dans la rue en mode, oui, alors, excusez-moi, je suis médium. J'ai vu votre grand-père transmettre un message. Ça fait un peu, tu sais, la meuf un peu allumée, donc du coup, voilà, je m'évite, tu vois, ce genre de problématique, mais globalement, c'est des choses que j'adore transmettre parce que voilà, c'est des messages qui libèrent les défunts, qui libèrent aussi souvent les vivants et qui fait du bien à entendre. Et des fois, il y a des trucs qui sont totalement incohérents parce que c'est un message que toi, tu peux pas comprendre, mais que la personne comprend très très bien. Genre, des fois, tu vois, quand on me montre des abeilles ou des œufs au plat, moi, je suis là en mode, ouais, alors là, va falloir être un peu plus précis quand même, hein, parce que la transmission de messages. Il y a un mec qui me parle d'œufs au plat pour vous, de l'autre côté, dans l'invisible. Bonsoir. Donc, tu vois, ça fait partie des petites transmissions où des fois, tu te dis c'est un peu what the fuck au niveau de la compréhension. Mais voilà, après, je transmets les messages et c'est vraiment de ce côté-là que voilà, j'ai plus eu du mal, entre guillemets, à comprendre réellement voilà, ce que je faisais, qu'est-ce que je transmettais, à qui, pourquoi, comment, et comment le faire de manière la plus bienveillante possible. Surtout quand il y a des défunts voilà, avec qui il y a des excuses ou des trucs un peu hard, tu vois, au niveau des histoires de famille et que les personnes des fois bloquent totalement, tu vois, le contact avec le défunt en mode non, non, je veux plus lui parler, il a fait ça, c'est hors de question. Et que moi, de l'autre côté, je suis à côté de Jacques, Pierre, Paulette qui sont là en mode mais dis-lui que je suis désolée. donc, donc du coup, voilà. Et du coup, par rapport à ce que tu disais dans ta nuit noire de l'âme, c'est vraiment ce qui t'a permis de te reconnecter à cette part de toi et justement à Ouais. développer une forme de contact plus simple avec, bah, du coup, pour toi, les personnes encore en vie, puisque la communication était peut-être plus simple pour toi avec les défunts qu'avec les personnes encore présentes. C'est ça, si j'ai bien compris? Bah, en fait, c'est venu apporter le fait que déjà d'une part, fallait que j'embrasse totalement cette part de moi. Mm. Dans le sens où c'est pas que ça avait été caché, mais moi, pour moi, ça faisait tellement partie de moi et ça faisait tellement partie de tout le monde que je me suis dit, bah, en fait, bah, tout le monde est OK avec l'idée, tu vois. Donc, on peut parler ouvertement de tous les sujets, il n'y a pas de problème. Bah, tu vois, quand j'avais genre 11 ans, que j'allais à l'école en bus et que j'arrivais genre avec 10 minutes de retard à l'arrêt de bus parce que je me disais, bon, bah voilà, de toute façon, le bus sera en retard de 10 minutes parce qu'il a été coincé à tel endroit. Parce que moi, j'avais eu le message en clairaudience qui me disait genre, te presse pas, de toute façon, le bus n'est pas à l'heure. Et que j'arrivais et que tous les copains étaient là depuis 15 minutes à se geler, tu vois, dans le froid et qui me disaient genre, hé Pauline, t'as failli louper le bus. Et moi, j'étais là genre, bah non. Genre, enfin, il est en retard de 10 minutes. Genre, limite, dans ma tête, c'était, vous avez pas reçu le texto du conducteur? Tu vois, ça faisait limite ça. Alors qu'en fait, eux, pour le coup, n'avaient pas perçu le truc. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner en me disant, genre, pourquoi moi, je le sais et pourquoi eux le savent pas? Et en fait, c'est un truc à un moment donné que j'ai enfoui parce que j'étais avec quelqu'un qui était pas forcément ultra ouvert à ça. Donc à ce moment-là, j'étais un peu plus déconnectée, tu vois, aussi de ma spiritualité, même si ça venait, même si voilà, les défunts venaient, ils venaient toujours me faire un coucou, ils venaient toujours, tu vois, transmettre un message, etc. J'avais toujours mes perceptions à pâle au niveau clairaudience et clairvoyance, mais je transmettais pas les messages. Et en fait, un jour, je suis tombée sur quelqu'un totalement random, tu vois, qui pareil ne te connaît pas, t'explique que bah voilà, t'as une forme de puissance, tu vois là-dedans, et qu'il faut que tu t'y reconnectes parce que t'es pas là pour trier des lentilles, t'es là pour aider les gens, quoi. Et moi, j'étais là en mode ah bah yes, bah bonjour chez vous aussi, quoi. D'accord, ouais, je sais pas comment je prends le message là, mais pourquoi pas, allons-y gaiement. Et puis en fait, au final, je suis venue totalement embrasser cette partie de moi, comme je disais, parce que c'était important déjà de reconnecter à ça. Et, euh, et c'était quelque chose qui me faisait kiffer, quoi. Genre vraiment, pas vraiment le côté, tu vois,
pas le côté tu peux te la péter parce que tu sais les trucs en avance, tu vois, mais le truc au départ où tu te dis genre purée, mais ça je le sais, je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Je l'ai senti, tu vois. Je savais qu'aujourd'hui en cours, en prof de maths, allait être interrogé un tel ou un tel, ou que fallait bien que j'étudie ma poésie parce que c'était mon tour aujourd'hui, tu vois. Et et c'est des petits trucs comme ça qui voilà qui ont marqué un peu mon adolescence, qui se sont coupés à un moment donné parce que bah j'arrivais pas forcément, tu vois, à être dans cette dans cette connexion profonde parce que bah les gens qui étaient autour voilà se quand même se questionnent, te regardent un peu bizarrement et puis au final tu déconnectes un peu et puis j'y ai reconnecté pleinement comme je vous dis bah courant 2016 et et voilà et pleinement en 2017 et 2018 après plusieurs accidents de vie qui te disent genre eh oh t'es pas à ta place. Sois toi-même et affronte l'extérieur. Ça va bien se passer. Voilà. Ouais, c'était ça l'idée, tu vois. Et moi, je suis là, vous êtes sûr? Non, parce que moi, pas trop quand même. Hein. Au final, ça va. Ben, c'est ça, et surtout aussi quand c'est tellement naturel quand tu as grandi avec ces perceptions-là que du coup en fait t'avances au quotidien et les infos te viennent. Donc du coup, c'est pas vu comme un don. Toi, tu le vois comme juste ta vie en fait de C'est manière ça. random. Et le contact défunt pareil. Et ça m'a fait énormément rire. Je me suis retenue plusieurs fois d'éclater de rire pour les messages parce que c'est totalement ça. C'est dans ces moments-là, tu vois quelque chose et tu te dis mais comment je vais traduire ça? À quel moment cette information va... Et puis, tu as la peur de te tromper, en fait. Tu te dis, est-ce que je canalise quelque part mal l'information ou je la traduis mal ou ça c'est des peurs que tu as énormément au début quand tu te confrontes justement aux personnes et c'est surtout ben, comment je place ça dans la conversation parce que c'est pas évident tu te dis ok je sens que là le message faut le donner et puis tu as le côté appui où on te répète oui mais il faut lui dire là il faut passer ça l'info c'est important là fais-le et toi tu te dis ouais d'accord j'entends il y a pas de souci mais à quel moment je dis oui ça serait bien de travailler du coup sur tel aspect de vous parce qu'en fait je vois qu'avec par exemple votre papa ou votre maman il y a eu ça dans l'enfance et du coup ben là on vous dit ça serait cool de faire ça parce que justement ça t'aiderait vachement et tu te dis ouais mais c'est vachement intrusif déjà donc faut pouvoir saisir le moment et justement ben, plus tu le fais j'ai remarqué je sais pas pour vous en tout cas mais plus tu acceptes de dire ok je transmets juste ce qu'on me dit et avec les formes dans le respect de l'autre personne je lui pose la question mais je transmets juste l'information, comme tu disais, pour les œufs au plat. Si on dit, ok, j'ai une image d'œuf au plat et puis je sens que ça sent le bacon à côté, bon, bah, je traduis ça et ça ne me regarde pas. Moi, je suis juste l'agent de la poste. En Messagère. fait, je viens transmettre le C'est colis ça. et ça me regarde pas ce qu'il y a dedans, quoi. Signé Et ici. bah, j'ai remarqué que c'est ça. Et au final, à chaque fois, la personne te regarde comme ça avec des grands yeux en disant, oh, mais oui, mais totalement, parce qu'en fait, où tu as des personnes justement, des fois, qui vont avoir un petit temps de latence, qui vont dire non, je vois pas. Et donc toi, tu te dis, oups, peut-être que je sais pas, j'ai mal traduit l'information. Et 20 minutes plus Ça tard, m'arrive jamais, ça. mais j'ai compris. Et du coup, il faut faire mais Mais, oui. mais tu vois, en fait, le truc, c'est que moi, ça n'a jamais été dans la peur de me tromper du message. C'était vraiment la peur de la réaction de la personne en face parce que il y a énormément de gens, tu vois, qui ont une approche de la mort qui est totalement différente et la majorité des gens, pour beaucoup, ne croient pas en la réincarnation et croient que quand t'es mort, il n'y a plus rien derrière, alors qu'il y a toujours ce qu'on appelle en fait la vie après la vie et t'entames un deuxième processus en fait quand tu décèdes. Et des fois, bah, j'ai des personnes comme ça qui m'ont envoyé un petit message, tu vois, et qui m'ont dit genre oui, à l'occasion, si tu arrives à avoir ma grand-mère, tu vois, qui voilà, qui passe par là et qui a un message à donner, je le veux bien. Et puis où toi, tu es au café, et puis bah bam, t'as la grand-mère qui se pointe et la grand-mère qui est arrivée, qui est là. Oui, alors bah ils ont déménagé ma maison, ils ont jeté mes napperons, les napperons que j'avais fait moi-même, hein, que j'avais. Et moi, je suis là en mode. Alors, ouais, faut que je transmette ça là, vraiment. Et où je dis à la personne, je fais, bah alors là, elle gueule, elle gueule un peu plus, elle gueule encore un peu là, parce que bah du coup, elle est pas contente que vous ayez jeté ses napperons. Et où là, les gens, ils sont là en mode, ah ouais, oui, ouais, bon, enfin, en même temps, c'était des vieux machins, tu vois, bon, c'est plus trop de notre époque, nous, on met plus trop ça sur les tables, nanana. Et donc, du coup, tu as des trucs comme ça qui sont des fois fun. Et puis, des fois, voilà, je pense que ce qui bluffe le plus les gens, c'est quand
j'ai des prénoms, tu vois. Ou là, tu vois, par exemple, pour cette dame-là, tu vois, qui m'avait demandé, genre, ouais, est-ce que tu peux transmettre un message, enfin, est-ce que ma grand-mère a un message, tu vois. Elle venait gueuler pour ses napperons, mais elle était contente de retrouver quelqu'un qui s'appelait Madeleine, et elle me dit, oui, Madeleine, c'était comme une mère pour moi, etc. Donc, pareil, tu transmets le message. Oui, alors elle a retrouvé Madeleine, elle est contente parce que c'était comme une mère pour elle. Et puis là, en fait, tu vois, tu vois la personne en face de toi se décontenancer parce que bah, du coup, tu lui sors des prénoms qu'elle, elle connaît très très bien et que toi, bah, tu n'as aucune approche pour sa vie, tu n'es pas pote avec, donc tu sais pas qui c'est Pierre, Paul, Jacques, Madeleine. Je crois que c'est ça, en fait, tu vois, qui pendant des années a été compliqué. Ce côté où les gens, tu leur annonces un truc et où ils peuvent y croire comme ne pas y croire, et même des fois en donnant des messages clairs et nets avec des prénoms, etc. Et bah, même les gens, tu vois, arrivent à se dire que ça peut être du fake, quoi. Donc ça, c'est l'approche qui a fait que c'est là où j'ai eu le plus de mal, c'est le fait d'accepter que les gens puissent ne pas vouloir entendre le message que des défunts ont à transmettre et qui est important pour eux de transmettre parce que ça permet à tout le monde de monter, tu vois, et eux dans la lumière et les vivants d'être un peu plus sereins par rapport bah voilà, à une chose qu'ils avaient pu vivre avec leurs défunts, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais, toi, des conseils ou des astuces, des tips pour aider les personnes qui sont justement dans cette phase un peu de nuit noire de l'âme, comme on aime à l'appeler en ce moment, enfin dans cette phase de remise en question totale, d'acceptation de cette part de soi qui est difficile à expliquer, d'autant que certaines personnes, je pense, n'ont pas un entourage qui baigne dedans non plus. Des fois, ça se déclenche alors qu'on a passé les 15-20 premières années de sa vie à pas être du tout baigné là-dedans. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des petites clés que tu peux transmettre, en tout cas, pour que ces gens-là puissent s'accrocher à quelque chose et peut-être trouver des solutions et adapter à soi pour avancer là-dedans, en fait? Le tout premier conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment le fait que c'est important de réussir à sortir déjà d'une forme de déni. Moi, je sais que quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme, j'étais là en mode wouh, tout va bien dans ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse. Et en fait, avec le recul, je me dis genre, ouah, non, ouais, non, j'allais pas bien à ce moment-là de ma vie. Et en fait, c'est voilà, c'est accepter qu'on puisse ne pas être bien et que c'est ok et que c'est pas grave. Faut aussi accepter que ça puisse durer 3 jours comme ça peut durer 3 ans, que ça peut être très long. Et alors après, je conseille pas forcément de venir travailler sur soi et ses blessures pendant la nuit noire de l'âme parce qu'on a déjà tellement la sensation d'encaisser, tu vois, pleinement tout un tas de trucs que limite, voilà, le ciel nous tombe un peu sur le coin du museau parce que tu te dis, bah voilà, je suis pas heureuse dans mon boulot, je suis pas heureuse avec mon mec, je suis débordée, je suis fatiguée, tu as l'impression d'être en burn-out permanent sur tous les aspects de ta vie et sur tous les fronts. Donc c'est un peu compliqué de dire que bah voilà, il y a le côté où pour aller mieux, c'est surtout voilà d'accepter de se faire du bien dans l'instant avec des trucs qui nous font kiffer et c'est pas grave si c'est pas des trucs qui sont entre guillemets recommandables entre guillemets à la vue de tous parce que sociétalement parlant, tu rentres pas dans les clous ou que tu fais n'importe quoi entre guillemets. Mais voilà, juste d'être dans l'acceptation que ça va pas, essayer de comprendre pourquoi ça va pas, quitte à venir écrire, poser des mots, tu vois, là-dessus, en disant, bah voilà, là en ce moment ça va pas parce que je sais pas, je me sens pas heureux, je me sens pas heureuse, j'ai la sensation que mon couple tourne en rond, que mon boulot tourne en rond, que je suis pas bien dans cette région en fonction des problématiques que chacun rencontre. Et puis après, c'est accepter aussi que les choses puissent se terminer. Parce que, voilà, encore une fois, en fonction des schémas qu'on a dans nos familles, il y en a certains pour qui on va se dire genre, oh, mais personne n'a divorcé dans ma famille, même si je suis pas heureuse dans mon couple, je ne vais pas divorcer, quoi. Je vais être la honte de la famille. Il y a ce sentiment de rejet ou d'abandon qu'on peut vivre pour certains. Donc, vraiment, cette notion, voilà, de se foutre la paix, entre guillemets, d'accepter que ça va pas et d'être un peu doux avec soi, même si, bon, voilà, c'est pas forcément toujours simple. Malgré tout, soit attendre pour prendre des décisions, soit prendre les décisions sous le coup du feu, comme je dis, parce que c'est vraiment, voilà, le côté, tu sais, où des fois, bah, voilà, tu es tellement englué dans un truc qu'il faut que tu pètes un câble littéralement pour venir t'affirmer dans tes choix aussi. Bon, ça peut être une recommandation comme une non-recommandation, parce qu'en fonction voilà, du choix qui est fait et en fonction des choses, ça peut être
après du regret qu'on vit, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de venir comprendre qu'est-ce qui va pas et comment je peux l'améliorer. C'est très juste et d'y aller au pas à pas en fonction de comment tu te sens un jour après l'autre parce que je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais pendant une nuit noire de l'âme, il y a cette sensation de se sentir coupé de absolument tout. Enfin, personnellement, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, cette impression du jour au lendemain de me retrouver sans intuition, sans connexion, l'impression d'être coupé de tout. Et finalement, face à moi-même, pendant cette période où j'avais l'impression que tout s'effondrait. Et bizarrement, plus j'essayais de maintenir le cap, de garder les fondations et les structures en place, plus en général, ça se retournait contre moi et je me prenais un revers de l'espace. Donc, du coup, j'ai très vite arrêté. J'ai remarqué que dès que j'agissais euh, avec des conditionnements d'avant, bah, je me reprenais un revers automatiquement. Donc, je me suis dit, OK, bon, bah, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire? Et justement, bah, c'est un peu le même parcours que toi. Pour le coup, ça m'a fait beaucoup écho, que ce soit la partie accident et justement Nuit Noire de l'âme derrière, où à ce moment-là, tu te dis, OK, j'ai construit une vie où j'ai mis de côté bah, justement tout l'aspect, ce qui me fait kiffer, la médiumnité aussi, où tu l'enterres profondément et tu te dis, oui, mais c'est pas un métier, et tu t'es construit tout un univers autour, mais qui n'est pas le tien. Tu réponds juste à des attentes, et puis la vie te dit, eh, viens, attends, je crois que tu t'es un petit peu trompé de chemin, donc tiens, refais tes bases, refais ta fondation à l'intérieur. En fait, juste relie-toi à toi. Dans ces moments-là, bah, justement, tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui t'es, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qu'il faut faire. Donc, tu essayes de composer dans l'instant. Tu te dis, OK, j'ai besoin de quoi et je me sens comment. Comme tu disais, le fait de l'écrire, ça peut aider aussi. Moi, j'avais une petite technique aussi à ce moment-là, c'est de me dire, ok, juste, je me fais presque un autocâlin en fait. Je sens que ça va pas, je sens que là, j'ai des émotions qui montent dans tous les sens, qui descendent. Je vais m'apporter juste un tout petit peu d'amour et de réconfort dans ces moments-là, même si je ne sais pas du tout comment gérer la situation, parce qu'il y avait une impression de burn-out constant. Et du coup, bah, tu sais plus où t'en es, quoi, clairement, à tous les niveaux, et puis t'as rien pour te raccrocher. Donc, à part s'apporter de l'amour et en fait y aller au jour le jour, moi c'est vraiment ça, je me suis dit, ok, réapprendre à apprécier ce qui se passe dans l'instant, tout simplement. Et c'est comme ça, en fait, en appréciant un bout de quotidien au fur et à mesure, que bah, du coup, le chemin s'est fait, mais comme tu dis, ça peut prendre sacrément longtemps. Moi, je sais que ça va durer peut-être au moins 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça a été vachement long parce qu'il y avait des phases où tu te dis ouais, tu remets tout en question et puis tu essayes de repartir dans l'ancienne structure et généralement tu te prends un revers qui arrive. Donc tu te dis ok, c'est pas par là, c'est sûr. Et puis je suis têtue, donc je sais pas si ça t'a fait. Comme moi je suis très têtue et bornée, je me dis ah ouais, je vais quand même réessayer, réessayer, réessayer et puis très déterminée, donc je m'arrête pas facilement. Et en fait, dans ces moments-là, bah, tu te rends compte que ça sert à rien, ça ne t'apporte rien de faire ça. Mais c'est pas évident. Ouais. Bah, après, tu vois, il y a des choses que moi je constate, c'est que je pense que dans l'instant, on est tellement pas connecté à soi, on est tellement un peu dans la panique générale de ce qui se passe dans notre vie, où on se dit, on est en train de tout quitter, de tout perdre. Comme tu dis, il y a tout qui se casse la gueule dans ta vie. Et pour le coup, tu vois, il y a des gens qui pourraient se dire, bah, allez, je retourne vers un schéma que je connais, qui me sécurise et qui m'a sécurisé pendant des années. Mais en même temps, quand tu vois que tu te prends des tartes dans la gueule, il y a ce côté où tu te dis, c'est pas par là. Mais ça, tout le monde ne le voit pas, hein. Et pour le coup, tu vois, c'est déjà bien que toi, tu aies vu ce truc-là parce que moi, ça n'a pas été mon cas. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui se sont passés dans ma vie. À ce moment-là, tu vois, je me séparais du père de ma fille et j'avais la sensation d'avoir l'intégralité de ma famille ado parce que tout le monde me disait, oh non, mais quand même, il est sympa, tu vois, il fait des efforts. Puis vous venez d'acheter une maison, tu vois, vous avez un enfant. Et moi, j'étais là en mode, ouais, alors, ça fait pas tout, tu vois. Mais c'est des trucs où, bah voilà, l'ancienne époque, tu vois, les générations précédentes, pour eux, bah, tu te maries, c'est pour la vie, quoi. Donc, tu fais des efforts même quand t'es pas heureux. Et en fait, au final, bah voilà, tu vois, moi, j'ai déconstruit tout ça en me disant, non, j'ai plus envie, en fait, j'ai plus envie.
c'est trop d'énergie, j'ai l'impression d'être une plante verte, je me retrouve pas ni dans ma vie, ni dans ce que je fais, ni dans mes choix. À ce moment-là, j'avais une envie de liberté qui était mais constante. Donc je sortais énormément, tu vois, j'allais danser, je faisais la fête avec des potes. Le nombre de mojitos que je me suis enfilé à cette époque, pareil, tu vois, hein, quand on disait, tu vois, les trucs un peu où t'es, voilà, proche du précipice, mais où en même temps, je pense que tu es dans cette phase un peu, tu sais, comme les gamins de 2 ans, tu sais, on parle des terrible two pour les années des 2 ans des enfants, et où tous les parents disent, oh là là, c'est vraiment une période qui est ardos de chez Ardos. Et au final, tu te rends compte que bah, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu es en train de tester tes propres limites et voir jusqu'à où la vie peut te porter. Et toi-même, c'est même le genre de truc, tu sais, où tu pourrais te ramener doublement bourré, tu vois, d'une soirée en te disant, allez, je vais tester jusqu'à où la vie elle peut me porter, voir si je vais me cracher ce soir ou pas. Tellement tu es dans l'excès, en fait, tu vois. Et on est vraiment dans l'excès, soit de vouloir vivre et croquer la vie à pleines dents, et où du coup tu peux te brûler les ailes, mais aussi dans l'autre côté où bah voilà, tu es indirectement en dépression plus, et où tu attends presque que la vie prenne une décision pour toi, parce que sinon la décision que tu prendras sera pas la meilleure, quoi. Mm. Et voilà, donc c'est vrai que sortir de cette nuit noire de l'âme, c'est compliqué. Et tu vois, moi je sais que la mienne, elle a duré quand même quasiment 8 mois, quoi. Donc bon, c'est pas 2 ans et demi, mais c'est déjà trop long, 8 mois, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de, bah voilà, venir juste poser les mots, tu vois, sur ce que tu vis, sur ce qui va pas, et te dire que, bah, de toute façon, si les personnes qui sont autour de toi ne le comprennent pas, à un moment donné, il va falloir avancer aussi avec, parce que toi, tu ne peux plus, en fait, tu vois, être dans ce truc du oh, c'est pas si grave, tu vois, je peux rester, c'est une personne sympa, donc je reste là-dedans. Oh, mon boulot, je fais du 7h, 23h, mais bon, je gagne bien ma vie, c'est pas si grave, je pourrais faire encore un effort. Jusqu'au jour où, en fait, la vie, elle te stoppe net, et où là, elle te cloue sur un lit d'hôpital, et où là, t'as plus le choix, en fait, de te mettre à l'arrêt. Et moi, je sais que même quand j'ai fait mon infarctus, tu vois, à l'époque, j'étais fleuriste. Et j'appelais, tu vois, j'étais sur le brancard pour aller au bloc, tu vois, machin. Tu vois, déjà, tu fais un infarctus à 27 ans, donc la nana te dit genre, non mais attendez, vous avez 27 ans, vous faites un infarctus, c'est grave, vous vous rendez compte? Et moi, je dis là, je fais, alors attendez, bougez pas 2 secondes, parce que j'ai 2, 3 trucs à gérer. J'appelais mes clientes pour leur dire, je suis désolée, je pourrais pas être là, non, 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 non. J'appelais mes fournisseurs pour leur dire, oui, alors là, vous savez, la commande de fleurs à 1 000 euros, vous pouvez l'annuler, parce que bah là, en fait, j'ai un petit problème, 3 fois rien, tu vois, voilà, t'es vraiment dans le déni de tout ce qui se passe. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment dans une surcharge mentale de mon quotidien, et dans une surcharge de stress, mais vraiment, là, maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais c'était post-apocalyptique ta vie à ce moment-là. Et comment tu n'as pas pu prendre la décision plus tôt de te barrer? Et voilà, je pense que des fois, il faut arriver à, ouais, à ce point de non-retour, tu vois, où t'as plus le choix. T'as plus le choix que de soit de t'enfuir, entre guillemets, soit d'affronter le truc et dire non, là, c'est plus OK, et moi, ça me convient plus, et on va s'arrêter là. Et voilà, après, la vie te place bah, globalement là où tu dois être placé aussi. Parce que là, tu vois, avec le recul, je me dis, tu vois, je le comprends seulement là, après des années de recul, hein. Dans l'instant, t'es pas du tout là-dedans. C'est que tu te dis, non, j'étais juste pas ni avec la bonne personne, ni à la bonne place, ni au bon endroit, ni dans la bonne activité. Et il fallait vraiment que je me réoriente sur cette voie-là. Et je me souviens que ça a ouvert pleinement les portes quand je suis tombée sur une dame. Parce qu'en fait, quand on fait un infarctus, il y a ce qu'on appelle un stage de remise en forme, n'est-ce pas? Où tu fais un stage pendant 3 semaines, tu vois, où on vient de parler de, bah voilà, du pourquoi, du comment, quels sont les événements qui auraient pu causer la problématique de l'infarctus. Et je suis tombée sur une dame qui m'a dit, pour la médecine, l'infarctus, tu vois, ça peut être lié au surpoids, ça peut être lié au tabagisme, ça peut être lié à ci, à ça, à ça. Et elle dit, mais moi, je suis persuadée que derrière chaque cœur, il y a beaucoup d'émotionnel. Et elle dit, et tu vois, le truc, c'est que l'intégralité des organes ont une mémoire cellulaire. Et quand ton cœur part en vrille et qu'il fait un infarctus ou un arrêt cardiaque, c'est qu'il y a beaucoup trop d'énergie qui est donnée à l'extérieur et pas suffisamment pour toi. Je me suis effondrée, genre littéralement devant elle, je me suis mise à chialer, mais laisse tomber.
Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait quand même que, voilà, que je percute certaines choses sur, bah, le corps, sur l'intégration, tu vois, des émotions par le corps, sur, bah, tout ce que tu peux, vivre et à côté, duquel tu passes parce que tu t'es pas suffisamment centré, parce que tu es pas suffisamment, juste attentif à ce que tu ressens, en te disant juste, «Bah, voilà, là, j'ai hyper mal au dos, donc ça vient nous parler de ça ou ça ou ça». Et cette nana-là, elle m'a vraiment fait reconnecter pleinement, tu vois, à tout ça et je pense que c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai fait un bond vraiment, tu vois, en dehors, de la nuit noire de l'âme parce qu'il y avait vraiment ce côté où, c'est pas qu'en une phrase, elle avait résumé l'intégralité des problèmes de ma vie sur les 10 dernières années, mais presque, en fait. Mmh. Donc, tu vois, c'était, et c'est à partir de là que, voilà, moi, j'ai réussi à remonter à la surface. En fait, j'ai remonté la pente et je suis vraiment sortie de là, en me disant: «OK, il y a des trucs visiblement que j'ai pas compris et que, voilà, qu'on me place sur la route depuis un petit bout de temps, mais que je ne vois pas et là, va falloir que je sois un peu plus attentive, quoi». Mmh. Ouais, il y a une question de timing aussi parce que pour avoir vécu aussi un passage à vide comme ça, je sais que j'avais rencontré des personnes sur mon chemin qui m'avaient dit des choses qui, avec le recul, je me suis dit putain, c'était exactement ça, mais que j'ai pas voulu entendre à ce moment-là, que j'ai entendu Mmh. après. Il fallait que je traverse parce que je m'accrochais à des anciens schémas, parce que je m'étais mis dans la tête que ma vie, elle se passerait comme ci, comme ça, et que je comprenais pas pourquoi là, j'allais pas bien, parce qu'il y avait aucune raison. Parce que je pense qu'il y a une forme, c'est comme un deuil en fait. Il y a un deuil de soi à faire pour traverser cette période-là, qui fait passer par bah, toutes les étapes d'un deuil, avec C'est ça. des périodes plus ou moins longues. Quand il y a des souffrances, j'ai pas, je touche du bois, j'ai pas été jusqu'à l'accident, mais j'ai été arrêtée physiquement pour cause de douleur. Mmh. Et j'ai eu cette phase de remise en question énorme, etc., où il fallait déconstruire des schémas, des croyances, des constructions. Et j'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 29, 30 ans, tu vois. 29 ans, peut-être. Bon, peu importe. Fallait balayer tout ce qu'il y avait avant, en fait. Et sans Mmh. aucun soutien autour, entre guillemets, il y avait du soutien, il y avait de l'amour, il y avait de la bienveillance, il y avait... mais il y avait ce besoin, en fait, d'aller chercher tous ces outils à l'intérieur et d'arrêter d'aller les chercher à l'extérieur et de faire C'est ce ça. processus de deuil avec mon propre fonctionnement. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, je le balance un peu comme je le ressens. Mais voilà, pour le coup, j'ai été chercher beaucoup des réponses à l'extérieur et je me suis pris des coups de pelle en pleine tronche à suivre des conseils de médecins, mais de trucs. Alors, je dis pas qu'il faut pas les écouter, attention, hein, mais dans mon parcours à moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait revenir à mon intériorité. Il fallait en fait. Et du coup, processus de deuil, et à chaque nouvelle étape, un nouveau processus de deuil, et un truc qui dure. Accrochez-vous. Gardez la foi. C'est ça. Bah, après, ouais, ça peut être très long, hein, ce processus-là vraiment est compliqué et puis, je crois qu'il y a toujours, tu vois, c'est ce qu'on dit, hein, on rencontre jamais les gens par hasard C'est ça. et je suis tombée, tu vois, sur une image Instagram, il y a quelques jours avec, 2, personnes qui s'embrassaient, tu vois, sur une barque et en finale, quand, ils étaient sortis du lac et qu'elle, elle descendait, tu vois, sur le ponton, elle retrouvait, tu vois, un autre homme qu'elle embrassait. Et la définition des images, c'était le fait que il y a des gens qui sont là juste pour être une passerelle, pour t'amener vers quelqu'un d'autre, qui sont là pour juste voilà, t'apporter d'un point A à un point B, dans l'amour, dans la douceur, dans la bienveillance et bon, parfois dans l'agressivité et la violence, hein, dans certains cas. Mais il y a vraiment cette notion de, comme tu dis, timing divin, avec le côté, bah voilà, où quand c'est pas l'instant, c'est pas l'instant. Quand t'es pas prêt à l'entendre, bah t'es pas prêt à l'entendre. Et du coup, il y a des personnes qui peuvent mettre des années à sortir d'un schéma, tu vois, qui est compliqué, parce que justement, ils n'arrivent pas à, ouais, ils arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et quand bien même ils vivraient tout un tas de trucs ultra traumatisants, tu vois, pour le corps, en termes d'accidents, que ce soit de voiture ou d'accidents de vie plus ou moins graves, et bah du coup, tu n'arrives pas à sortir de là. Et c'est vrai que bah, c'est un truc qui est assez cool, c'est que quand tu vraiment le perçois avec le recul, même des personnes, tu vois, que tu pourrais, enfin, à qui tu pourrais dire genre, «Oh!»
je t'ai détesté dans cette période-là, tu vois, tu m'as fait du mal, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. En fait, tu te dis, cette personne-là, qui t'a fait vivre ça t'a amené à rencontrer telle personne, qui aujourd'hui te fait vivre genre un plein bonheur ou quelque chose comme ça, ou pareil, un métier, un truc, enfin vraiment, ça te replace là où tu dois être. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'avais notifié ça à l'époque. C'est que quand j'ai fait un peu le bilan de cette étape-là de ma vie, j'ai regardé des photos. Et quand j'ai regardé des photos, je me suis dit, waouh, c'est qui cette meuf? C'est pas moi. Genre vraiment, il y avait vraiment cette notion de ne pas me reconnaître sur... je me reconnaissais pas sur les photos, quoi. J'avais l'impression que c'était pas moi, que voilà, que la femme que je regardais sur les images était totalement insipide, C'est ça, presque vide. transparente, tu vois, et où j'étais là, je me suis dit genre, ah ouais, non, ok, bon, bah, il s'est réellement passé quelque chose. Et comme tu dis, il y a vraiment une étape de deuil parce que bah, tout ce qu'on a connu jusqu'ici, on le déconstruit pour reconstruire autre chose. Et peut-être que, tu vois, dans, dans 10 ans, on fera un autre, un autre podcast où on dira genre, alors, moi, je sors de ma dernière nuit noire de la mandate. Franchement, il y a des étapes franchies, je vous le dis. Et peut-être qu'on en rira, tu vois, alors qu'on aura eu un épisode ultra traumatisant de vie. Mais c'est vrai que, ouais, c'est des étapes qui sont importantes d'intégrer et d'intégrer avec douceur. Et voilà, d'accepter que ça puisse aussi être très lent et très long. De juste se dire, bah, je vais pas bien, je vais me faire une pina colada, ça ira mieux après, tu vois. Parce que généralement, dans ces périodes-là, on perd beaucoup de gens autour de nous, voilà, Ça fait du vide. il y a tout un mouvement, en fait, pardon, j'ai foutu le bordel avec ma tasse. Il y a tout un mouvement, en fait, qui se fait autour de nous et où on perd beaucoup d'amis, parfois des personnes, des membres de notre famille. On remet en place tout un tas de choses, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça remue, ça fait du tri, ça met de l'ordre. Et puis après coup, on se dit, ah, mais en fait, j'ai traversé pour ça, mais j'en suis ici, là, maintenant. Et c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que j'arrive maintenant à faire quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer, à me sentir moi-même, à être connectée à qui je suis, en fait. C'est ce à quoi ça me fait penser quand tu me dis, j'ai regardé mes photos et je disais, mais qui est cette personne? Tu dis quand même, j'ai passé tout ce temps-là à avancer jour après jour en étant quelqu'un qui n'est pas moi. C'est ça. Et là, tu te dis, ok, bon, maintenant, comment on fait? Je pense que voilà, peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner là, c'est de s'apporter le maximum d'amour, comme tu disais, le maximum de douceur, de bienveillance, parce que c'est des périodes qui sont pas évidentes. Ça remet vraiment beaucoup de choses en question. Ne pas hésiter à se faire accompagner si besoin. Ne pas hésiter aussi à se dire, c'est pas la bonne personne pour me faire accompagner. Parce que voilà, on a aussi le droit de choisir qui nous accompagne. Et même si on commence avec un thème, on a le droit d'en changer aussi. Donc ça, c'est un petit conseil de par mon expérience personnelle. Voilà, si je peux me permettre. Mais ouais, il y a vraiment cette prise de recul et cette douceur à avoir sur soi et à se dire, ok, ça va passer. Rien ne dure. Ça va passer. Un jour, ça ira mieux, quoi. Ok, C'est on ça. va se diriger doucement sur la fin du podcast. Est-ce que tu veux nous parler rapidement un petit peu de ce que tu proposes comme service, toi, avec ton compte Shamanic Whale et ton entreprise personnelle, si tu veux nous parler rapidement de tout ça et nous parler également de tes projets. Si tu as des projets, n'hésite pas, c'est le moment. Globalement, moi, je travaille sur... alors, je fais beaucoup de soins, même si je fais quand même aussi beaucoup de guidance. Je vais vraiment venir faire de la divination. Il y a beaucoup de cartomanciens qui font ce qu'on appelle des guidances psychologiques et qui viennent orienter vers un conseil. Moi, c'est vraiment voilà, de l'ordre de la divination. Je vais répondre avec clairvoyance, clairaudience et puis les cartes. Je propose ça aussi des fois sur des lives Instagram qui permettent voilà, aux gens de voir un peu l'ampleur de ce que ça peut apporter aussi dans la vie. Et puis à côté de ça, je fais des soins énergétiques qui vont venir travailler sur ce qu'on appelle les mémoires cellulaires et karmiques. Donc on va venir chercher des petits éléments qui ont pu se passer dans des vies antérieures ou dans cette vie-là, qui viennent du coup faire des sortes de nœuds
comme une pelote de laine en fait, et puis on va venir tirer sur un fil et puis venir dénouer un peu tout ça. Dans les ambitions que j'ai pour la suite, je vais entamer une formation pour venir travailler sur le transgénérationnel, parce que là, je travaille énormément sur le karmique au niveau de l'âme et vraiment les mémoires cellulaires de l'âme, mais qui relient vraiment à l'âme de la personne. Je travaille très très peu sur le transgénérationnel, donc là, d'ici un an, je vais m'orienter aussi sur le transgénérationnel pour faire des accompagnements comme ça. Et puis, j'espère pouvoir, d'ici un an ou deux, avoir une terre d'accueil pour pouvoir organiser voilà, des cercles et des retraites spirituelles en dehors voilà, des bâtiments classiques que je peux louer quand je les organise actuellement. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir avoir un espace de douceur, voilà, où on se retrouve vraiment et puis où les gens peuvent aussi venir de manière totalement indépendante, un peu comme un gîte spirituel, tu sais, où tu viens Excellent. déconnecter, voilà, quand on a un peu ras-le-bol de tout, et voilà, ça fait partie des projets que j'ai envie de mettre en place. Et puis après, bah, il y a le fait de faire grandir ma chaîne YouTube aussi, tu vois, des petits trucs comme ça, plein de petits projets. Mais voilà, majoritairement, les gros projets, ça va être des formations sur le transgénérationnel et toutes les émotions qui en découlent, sur comment ça peut aussi venir indirectement nous tacler le museau au quotidien parce qu'on se trimballe des bagages qui ne nous appartiennent pas, et continuer voilà, de venir travailler sur les mémoires karmiques parce que j'adore voyager dans les vies antérieures des gens. Je trouve que c'est génial. Moi, je fais du dos de dragon et tout pendant les vies antérieures. Franchement, quand je dis ça, tu sais, il y a certaines personnes qui me disent genre, waouh, c'est super perché. Et en fait, j'ai accepté, tu vois, d'avoir une étiquette de meuf un peu perchée, tu vois, ça me va totalement. Mais voilà, en même temps, on est accompagné par tout un tas d'énergies, d'animaux, de guides. Et puis, généralement, voilà, c'est quand même des soins qui aident les personnes à se reconnecter pleinement à eux et comprendre aussi d'où peuvent venir certaines blessures de rejet ou d'abandon qui sont là et qui se trimballent depuis plusieurs vies, quoi. Parce qu'après, enfin voilà, on s'en détache jamais réellement. On apprend à vivre avec, mais c'est vraiment une notion que j'adore dans mon boulot, quoi. Trop bien, de beaux projets. On va suivre ça de très près. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un super moment d'échange et hyper inspirant à plein de niveaux. Est-ce que tu aurais d'ailleurs un dernier petit conseil ou un petit mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Globalement, abonnez-vous. Non, globalement, ça va être ouais, voilà, essayer de se reconnecter au maximum à soi, essayer de comprendre vos valeurs profondes et puis les assumer, même dans votre bizarrerie la plus totale et complète qui puisse être. Vous dire que techniquement, enfin, sur le plan de la Terre, sur cet espace-là qui nous est donné, il n'y a jamais réellement quelque chose de grave qui se passe, même quand on vit des trucs absolument horribles. On est malgré tout là pour expérimenter et pour comprendre tout un tas de choses. Et même dans la douleur, on apprend vachement bien. On apprend même vachement mieux dans la douleur que dans la bienveillance, hein. C'est aussi la dualité de la Terre. Mais voilà, c'est vraiment pleinement venir se reconnecter à son essence et comprendre pourquoi on agit de cette manière, pourquoi telle remarque nous touche, pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer dans telle ou telle chose, et comprendre que voilà, tout est juste indirectement, même si j'aime pas trop cette phrase. Mais voilà, c'est le petit mot de la fin, tout bisounours, doudou, câlin, licorne, paillettes. Tu vas pas nous laisser sur une fin de podcast sans nous passer ta phrase fétiche de chaque podcast. J'ai trop envie de l'entendre ici. La fameuse phrase dont tu parles, c'est la phrase que je cite à chaque podcast, évidemment. C'est la phrase du je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Pour vraiment vous indiquer que voilà, chacun détient une forme de vérité et que si ma vérité n'est pas la vôtre, ce n'est pas grave, hein. Exactement. On peut quand même être copains. C'est ça. On est justement là pour partager et mettre en rapport justement nos diverses opinions, nos diverses façons de penser pour se construire la nôtre et pour vous aider à construire la vôtre aussi.
Donc, merci Pauline, beaucoup pour ta présence, c'était génial. Je ne sais pas si vous avez ressenti de l'autre côté, mais nous, on s'est retenus comme jamais pour ne pas partir dans tous les sens. Ouais. Je pense qu'on va se prolonger ça après, hors antenne. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment excellent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si le podcast vous a plu, à nous laisser un petit mot ou à vous abonner. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup pour votre écoute et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram Et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs. Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.